Bonjour à tous et bienvenue à cette foire aux questions. Ça fait quelques temps maintenant que je me suis mis sérieusement à créer des vidéos et je voulais vous remercier énormément pour les 10 000 abonnés qui était mon premier objectif de cette année. Non, on va pas ralentir la cadence, au contraire. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions, que ce soit sur YouTube, dans le post ou sur Instagram. Voilà, j'ai noté vos questions dans un petit bol. Que ce soit sur le sport ou n'importe quel autre sujet, je vais vous donner ma réponse à ces questions. Avant que je commence, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je couvre dans mes prochaines vidéos YouTube, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire parce que les vidéos, je les fais pour moi parce que je m'éclate, mais si ça peut vous être utile, c'est encore mieux. Allez, la marche pendant le temps de récupération, tu en penses quoi? J'en pense que c'est excellent. J'ai découvert ça il y a quelques années par un de mes anciens coachs, Christian Thibaudot, qui recommandait de faire ça. Alors lui, il se mettait carrément sur son tapis de course chez lui. Il faisait, par exemple, quand il avait 3 minutes de repos, 2 minutes sur le tapis et 1 minute à rien faire en attendant de recommencer sa prochaine série. Je me suis amusé à faire ça il y a 3-4 années à la salle. Je tournais en rond. Tant et si bien qu'il y a d'autres personnes de cette salle ou de celle d'après, lorsque j'ai changé de salle, qui ont commencé à faire la même chose. Et je trouve que c'est excellent pour gratter des pas parce que moi, je suis toute la journée, on va dire, derrière un bureau et je n'ai pas de bureau debout avec un tapis, donc je suis obligé d'aller marcher le matin, le soir, etc. Dans une séance, maintenant que je m'entraîne seul, je peux gratter 3 à 4 000 pas, c'est pas négligeable. Toute activité est bonne à prendre plutôt que de rester sur son téléphone. Et justement, autre effet secondaire que j'ai remarqué, ça vous permet de rester plus concentré. Je sais pas pourquoi, mais en plus moi je sais dans ma salle, si je fais un tour, c'est à peu près 1 minute. Donc si je veux attendre 2 minutes, je fais à peu près 2 tours, j'attends un petit peu plus, etc. Je reste vraiment plus dans la séance, je suis plus concentré, j'arrive à avoir des meilleures performances. Donc si vous n'avez jamais essayé, vous voulez perdre du poids, vous voulez gratter de l'activité physique, des pas, du NEAT, essayez. Tu jouais dans quel club quand tu pratiquais le foot américain? As-tu eu l'opportunité de jouer en NFL? Alors non, je n'avais certainement pas le niveau pour jouer en NFL, sinon je serais probablement pas là. Ceci dit, j'avais un de mes amis dans mon équipe, Nicolas Ruel, qui avait été aux États-Unis, dans le Minnesota, il me semble. Il a joué au foot américain là-bas. Alors, il faut comprendre qu'en NFL, c'est que les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. C'est l'élite génétique américaine. C'est le sport qui rapporte le plus d'argent. Donc, si vous avez le potentiel d'y aller, croyez-moi, la concurrence est ultra méga rude. Il y a les fameux tests, par exemple, du combine. Les linemen, ils font 30 reps au DOP couché, voire plus, sans souci, à 100 kg. Moi, je crois que quand je faisais du foot américain, c'était, je devais en faire une douzaine. C'était très 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 loin du niveau NFL, hein, vous croyez pas. Je jouais dans ma petite ville, en division 3-4. Mon meilleur niveau, c'était, parce que j'ai pu jouer dans notre équipe prêtée, c'était niveau division 2. J'étais des meilleurs. C'est pas pour. Je vais me lancer des fleurs parce que j'ai fait pas mal de sport dans ma vie. J'ai fait du handball, j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot, etc. Je pense c'était le sport où j'étais le meilleur. C'était probablement le sport où j'étais le plus impliqué. Mais ouais, je pense que j'étais niveau division 2 et j'étais un des meilleurs du championnat en lineman, malgré le fait que j'étais un des plus légers. Donc quand j'ai commencé le foot américain, je faisais 71, 72 kilos, 73 peut-être. Et je suis monté au maximum à 110. Je me suis mis à la muscu pour le foot américain. Donc 110, et je jouais en défense, soit tackle, soit nose, donc celui qui est tout seul au milieu en formation de 34, ou bien garde en attaque. Des fois, je jouais contre des mecs qui faisaient 150, 160, 180 kilos. Mais je compensais par la technique, le fait que je tapais fort, et la salle, ça m'a énormément aidé à devenir meilleur. Je pense que c'est un sport qui demande plus de temps, bon déjà qui demande une super génétique explosive de force, etc., mais qui demande du temps parce que les règles sont très compliquées, la technique très compliquée, le potentiel de force, potentiel d'explosivité, d'endurance, c'est un sport qui, on dirait pas sur le papier, on se dit putain mais ils font tout le temps des pauses, mais qui demande énormément de qualité physique. Malheureusement je me suis blessé assez vite, croisé, j'ai repris deuxième croisé, c'était fini. Mais ça m'a appris plein de choses et c'était très rigolo. Et si vous voulez savoir pourquoi je me suis mis au foot américain, d'ailleurs je me suis mis avec 4 amis plus mon frère, c'est parce qu'on avait tous regardé à l'époque Blue Mountain State. Allez. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques temps et j'adore tes vidéos. Est-ce que tu peux nous faire un posing pour voir ton physique actuel? Eh bien, mon physique actuel, il est éclaté au sol. Alors, attends 2 secondes. Je vais te montrer ça vite fait. Et puis, tout à l'heure, je vais aller à la salle. Je vais faire un truc un peu plus intéressant, enfin un peu mieux. Donc voilà, ça c'est moi. Là, à jeun, enfin pas du tout à jeun, à froid. Je te montrerai tout à l'heure quel est le potentiel. Malheureusement, il y a eu les sirènes de l'été, donc dans le sud de la France, envie d'aller faire la fête, les amis qui t'appellent faire la fête, les apéros et la nourriture qui s'ensuit avec. Donc mon poids n'a pas trop évolué. De plus, il y a une dizaine de jours, j'ai eu dans ma vie perso un petit coup de massue qui m'a bien affecté. Combiné à ça, du coup, j'ai passé quelques jours à énormément picoler
et manger de la merde. Là, je reprends la diète, hein, ça, depuis cette semaine, je recompte ce que je mange. J'ai décidé de faire aussi un mois sans alcool. Alors, c'est pas que j'ai l'alcool mauvais, pas du tout, mais que entre l'été, les trucs qui peuvent arriver, les copains, etc., en fait, je me suis rendu compte que je buvais beaucoup trop, quoi. Et c'est pas comme ça que je vais sécher, n'est-ce pas? Donc c'est mon petit challenge du mois. Comment garder la motivation sur le long terme? Je pense que tous vous avez de la motivation pour faire des choses, faut pas croire. Par exemple, hier je parlais avec quelqu'un qui me disait parce que j'ai fait quoi? J'ai dû bosser de 8h à 18h30, je suis allé à la salle à 19h pour faire les jambes jusqu'à 21h. Oh, comment tu fais pour être motivé comme ça, nanani, nanana. Mais cette même personne, il fait agent de sécu à des heures de fou, 60 heures par semaine, travailler je sais pas quoi. Je lui dis, mais gros, toi t'es capable d'aller bosser, de faire à 22h, 4h, de faire des trucs comme ça, t'as pas envie d'y aller au travail, il faut de la motivation. Moi j'entends ce que tu fais, j'ai pas envie, je me dis comment il fait pour avoir la motivation. On a tous la motivation pour faire quelque chose. Moi je pense qu'il y a 3 composants à conscientiser. Le premier déjà, c'est qu'en fait il faut pas se laisser le choix. Comme mon meilleur ami il s'est mis à la salle vraiment il y a 8 mois on va dire, il se laisse pas le choix. C'est comme aller au boulot, t'as pas envie d'aller au boulot, il pleut, t'es fatigué, tu vas quand même au boulot. C'est pareil avec la salle, sauf que ça dure moins longtemps, ça dure qu'1 heure au lieu de 8 heures, n'est-ce pas? Des fois, t'as peut-être pas envie de faire des trucs que tu devrais faire, comme faire ton linge, te brosser les dents, le repassage, mais tu le fais quand même parce qu'il faut. Même principe. Deuxième chose à conscientiser, c'est que si tu le fais pas, tu l'auras jamais. Oui, bah maintenant on a un beau corps, etc. Mais au début, comme tout le monde a commencé, on n'avait rien. Mais si tu le fais pas un jour, tu l'auras jamais. T'es là maintenant, t'as 25 ans, t'as envie de changer ton corps et tu fais pas. Tu continues comme ça pendant des années, qu'est-ce qui va se passer? À 35 ans, tu vas te dire putain, ça fait 10 ans que j'avais envie de changer et je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. T'as envie de grandir, de vieillir avec des regrets et te dire j'aurais été capable de le faire et je l'ai pas fait parce que j'avais pas la motivation. Toutes les choses dans la vie qui valent le coup sont difficiles à avoir. C'est tout. Sinon, ça n'a pas de valeur. Et troisième chose à conscientiser, c'est que il faut apprécier ça. T'es pas forcément obligé d'aller à la salle, ou t'es pas obligé d'y aller 4, 5, 6 ou 7 fois. Hein. Tu peux même y aller 1 fois, 2 fois, faire un autre sport à côté, mais fais les trucs que t'aimes. Si t'aimes faire de l'escalade et du vélo, fais ça, magnifique, incroyable. Je peux te dire que t'auras quand même une shape correcte. Tu as envie à tout prix de te renforcer avec la salle, d'avoir un gros cul, ben, fais la méthode d'entraînement qui te motive le plus, les exercices qui te motivent le plus. Voilà, faut pas que tu ailles à reculons. Parce que c'est sur le long terme créer du muscle, sur le long terme créer un physique. Il faut que tu apprécies le processus. Moi, j'apprécie. Du moins, il y a une certaine manière de m'entraîner qui me motive. J'ai trouvé les choses qui me font me motiver pour y aller. Et il y a forcément quelque chose qui va te motiver à y aller. Essaye plusieurs choses. Teste. Vois ce qui va vraiment te plaire. S'il faut que ce soit avec un coach qui te donne la motivation. Moi, créer des programmes pour des gens qui sont pas motivés à la base, mais de savoir que je leur fais des trucs. Voilà, petite pub. Ensuite, si je mange moins de calories, entre parenthèses glucides, mais autant de protéines que prévu, vais-je perdre mon gras? Alors oui, évidemment, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. C'est la base pour perdre du gras. Perdre du poids de manière générale, mais du gras. C'est-à-dire que ton corps, par jour, il consomme tant de calories. On va dire, chiffre arbitraire, 2000. Voilà, entre tes fonctions nécessaires à la survie, remplacer ton sang, faire battre ton cœur, tes cheveux, etc., les mouvements que tu vas faire, plus l'activité physique de ta journée, on va dire qu'il dépense 2000 calories en temps normal. Si tu manges moins que 2000 calories, tu vas perdre du gras. Pourquoi? Parce que imagine que tu en manges 1800, il en reste 200 pour fonctionner. Il va les dépenser dans tous les cas, ton corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les puiser dans tes réserves. Donc, le seul moyen, de toute façon, pour perdre du gras, c'est d'être en déficit. Même si c'est un tout petit déficit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il ait envie d'aller chercher ton gras. Sinon, il va le laisser à sa place parce que le corps est le plus gros feignant de la Terre. Ensuite, conserver les protéines hautes. Excellente idée parce que je vais te dire, toujours dans l'exemple, tu as besoin de 2000 calories par jour. Si tu manges 1500 calories de donuts ou si tu manges 1500 calories de blanc de poulet et de riz, tu n'auras pas le même résultat. Dans le premier cas avec les donuts, tu vas perdre du muscle. Pas intéressant? Parce que visuellement, pour l'esthétisme et même ton pourcentage de masse grasse, c'est important de garder le maximum de muscle possible. Si tu perds du poids à tout prix mais que tu ressembles à un squelette ou que tu perds tes fesses par exemple, tu perds tes pecs, tu perds tes bras, d'ailleurs le fait de garder les protéines hautes va t'aider pour d'autres raisons. Déjà la satiété, donc tu auras moins faim, ça sera plus facile de tenir ton déficit calorique, tenir ta diète. Tu vas dépenser plus de calories, les protéines en elles-mêmes, ça demande légèrement plus de calories au corps pour les assimiler. Et le fait que tu aies du muscle en plus, ton corps va dépenser plus de calories pour tout ce que tu fais. Même marcher, même là bouger avec mes bras, faire du cardio, etc. Ça demande de l'énergie. Donc oui, clairement, il faut que tu manges moins que ce que tu dépenses. Et idéalement, en gardant les protéines hautes. C'est là où tu auras les meilleurs résultats pour perdre un maximum de gras, tout en conservant un maximum de muscles pour avoir les meilleurs résultats visuels. Combien ton tour de mollet? Il faut aller chercher un mètre. À 39 cm.
Voilà, 39 cm, donc c'est moins que mon bras. Hein. Et normalement, dans le ratio du moins de la golden era du bodybuilding, il fallait idéalement avoir les mollets aussi gros que les bras. Donc voilà, à 42 cm mes bras, en tout cas le droit, le gauche doit être à un demi-centimètre de moins. Bon, je sais qu'on m'a posé cette question un peu pour une blague, mais j'avais fait une expérience où j'avais fait les mollets tous les jours pendant un mois, et je crois que j'avais gagné 1 cm de tour de mollet. Eh bah putain. Pourquoi après Arnold il a fallu que ce soit The Rock qui lui succède et pas un bodybuilder? Alors j'imagine que tu parles en tant que icône masculine des films d'action à Hollywood, hein, après Arnold, hein, c'était Total Recall, Predator, etc. Pourquoi The Rock? Déjà, tu penses que The Rock n'est pas un bodybuilder? Alors The Rock est littéralement un bodybuilder qui est devenu acteur à la base. Oublions pas que c'était un catcheur, hein, WWE. Ils sont tous, quasiment tous, dopés, avec des physiques de super-héros. C'est normal, c'est vendeur. Tu l'as vu dans No Pain No Gain, je sais pas comment c'est en français le titre, ou dans je sais pas combien de ces films où il est monstrueux. Je crois que pour Black Adam, il était monté à 275 livres, à quasiment 50 ans. Donc 275 livres, ça doit faire quelque chose comme 120 kilos de muscle. 120 kilos de muscle sec, c'est pas un bodybuilder? Alors, c'était pas un bodybuilder qui faisait des compétitions, des choses comme ça, mais clairement, moi je le considère comme un bodybuilder. Hein. Quel est ton parcours? Mon parcours est tout à fait atypique. Je pensais à un psychologue que j'aime beaucoup qui a une super chaîne YouTube, quasiment 1 million d'abonnés, c'est PsychHacks, Orion Taraban. Lui, il expliquait que les différentes expériences qu'il a eues dans sa vie l'ont amené là où il est maintenant. Donc pendant 10 ans, c'était un acteur à Hollywood, dans les pièces de théâtre. Ça lui a apporté évidemment plein de choses. Il a également été prof, ça lui a apporté plein de choses. Et après, bah, il a fait son diplôme de psychologie où il a appris plein de choses. Et maintenant, toutes ces qualités lui ont servi pour pour sa chaîne YouTube. Et moi, c'est un peu pareil. Il faut savoir, je suis un peu spécial. Ma mère, je pense que je suis autiste. Mais en fait, je suis très haut potentiel intellectuel. Alors, les gens peuvent penser que c'est un avantage dans la vie. Oui, dans certaines situations. Par exemple, quand il faut mémoriser des choses, quand il faut visualiser des choses avec sa cervelle, analyser, etc. Mais tombé sur un site pas mal où ils en parlaient. Parce que du coup, j'ai été regarder l'autre jour. Donc, c'est-à-dire top 0,1% ou 0,01% des QI. Donc, c'est en gros, c'est au-dessus de 145. Ces personnes-là ont du mal avec les relations sociales de manière générale. Ils ont du mal à comprendre les autres, extrêmement sensibles. C'était ça durant ma jeunesse et même ma vingtaine. Et même des fois, toujours, il y a des relations, des comportements sociaux, des trucs qui soit je les comprends pas, soit ne m'intéressent absolument pas. Et on voit maintenant, parce que j'ai 35 ans, et on va dire à partir de mes 27, j'ai commencé à essayer de sortir de ma zone de confort pour devenir plus social, etc. Mais j'étais un enfant, on va dire, assez spécial, un adolescent, et même dans ma vingtaine. Ma vingtaine, c'était, je m'en foutais de tout, rien ne m'intéressait. Évidemment, j'ai jamais travaillé à l'école, parce que je lisais une fois les trucs, je les retenais, donc ça m'a... Voilà, puis je m'en foutais de tout, clairement. C'était alcool, drogue et rock'n'roll, on faisait la musique avec ça qui m'intéressait, et puis après, le foot américain, le sport, tout le reste dans ma vie, j'en avais rien à foutre. Et évidemment, les relations sociales, c'était compliqué. J'ai fait 7 ans de théâtre, j'ai même étudié le théâtre à la fac, et quand j'ai commencé la fac, j'ai fait une licence de littérature anglaise, parce que j'aimais bien l'anglais, c'est tout. J'ai eu des diplômes en communication, etc. À part les trucs qui m'intéressaient, je m'en fichais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musculation, il n'y avait rien qui existait en français. Je suis allé sur T-Nation, donc en 2010, fouiller les forums, échanger avec les meilleurs coachs du monde à l'époque qui traînaient là, mais qui n'étaient pas connus. Par exemple, Paul Carter, Christian Dibodo, Lee Boyce, Eric Bach, Brett Contreras. Enfin, il y en a tellement. Il y en a des dizaines avec qui on parlait, avec qui j'essayais de trouver des programmes, avec qui j'essayais les programmes, j'essayais de voir comment ça marchait, etc. J'étais tellement curieux, une curiosité sans faille. C'est ça qui me caractérisait aussi quand j'étais jeune, c'est que quand un sujet me passionnait, je voulais tout savoir. J'allais lire l'article Wikipédia, je l'apprenais par cœur. J'allais lire les livres pour tout connaître, pour tout savoir. Et j'ai fait ça pendant 10 ans avec le sport. C'est pour ça que quand j'ai passé mon diplôme, j'ai littéralement rien appris. Hein. Mais bref, un jour, on me disait, mais pourquoi tu fais pas coach? Tu connais tellement de choses, tellement de gens. Voilà, à la salle, les gens venaient tout le temps me demander des conseils. J'ai encore tombé sur un jeune que j'ai aidé il y a 8 ans, mais moi, j'ai oublié. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Je voulais rentrer en STAPS à la base. En plus, il y avait des passerelles par rapport à mes diplômes du supérieur, etc. Mais bon, je me suis opéré des mains. Au moment où il fallait passer les examens, etc., bon, ça a été compliqué de m'en remettre. Après, j'ai eu d'autres déboires, etc. Finalement, je suis rentré au Krebs. J'ai pu avoir mon diplôme.
J'ai coaché en salle pendant quelques années. Ça m'a appris pas mal de choses aussi. Et là, un des gars avec qui j'ai changé depuis plus de 10 ans sur T-Nation, il m'a proposé un poste pour un autre magazine en ligne, un site Breaking Muscle. C'était un peu un rêve pour moi parce que justement, pendant des années, je lisais les articles. Parce qu'à l'époque, il y avait YouTube, il n'y avait pas grand-chose. Pas de chat GPT, tout ça. Donc, je lisais les articles des coachs comme Dad John, etc. pour apprendre des choses, pour les appliquer, pour essayer. Et c'était voilà mon rêve de faire un peu comme eux. Donc c'était fun, et c'était marrant parce que quand j'étais au lycée, littéralement avec un collègue, ce qu'on avait fait, c'est que je faisais les devoirs des gens et ils me payaient. Finalement, j'étais quand même payé plus tard pour écrire des articles. Moi, je suis pas du tout réseau à la base, je suis un boomer. Mais un jour, pour le fun, j'ai fait une vidéo et les gens ont commencé à aimer ça parce que j'écrivais à la base sur un blog de sport en français aussi. Et les gens ont aimé ça. C'est juste que c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus simple, etc. Donc j'ai commencé à faire des vidéos. Puis petit à petit, j'ai arrêté le coaching présentiel pour me consacrer à ça, etc., etc. Et puis maintenant, voilà, je suis là. Donc mon objectif, continuer à faire grandir la chaîne YouTube, continuer à faire grandir les réseaux, trouver des nouveaux clients en ligne. Après, moi, la différence, c'est que la plupart des gens, ils vont créer le contenu en ligne pour avoir des clients. Moi, je veux des clients, les coacher justement pour avoir de l'argent, pour pouvoir avoir le temps de faire mon contenu en ligne. Et vivre, il faut manger, hein, parce que les vidéos... Le nombre d'heures, je pense que je dois passer 20 heures par semaine à faire des vidéos YouTube. Si je faisais 20 heures semaine au McDo, je gagnerais 3 fois plus que ça, quasiment. Mais bon, comme je disais tout à l'heure avec la motivation, si je le fais pas maintenant, j'aurai jamais rien. Quelle boisson pour l'entraînement? Je prends jus de citron, sel EAA et training à jeun. Bonne boisson. Alors le jus de citron, je pense que c'est surcoté. Oui, il y a des vitamines, il y a des choses comme ça. Mais d'ailleurs, même le prendre à jeun, c'est pas terrible pour l'acidité sur l'estomac, sur les dents. Le sel, ça peut aider à garder l'eau, ça peut aider à avoir une bonne congestion. J'ai rien contre. Les EAA, très bien. Donc c'est l'ensemble des acides aminés, protéines grosso modo. Si vous entraînez à jeun, c'est une bonne idée. Ça vous permet de conserver un maximum de muscle, voire déjà commencer le processus de récupération. John Meadows était fan de faire ça pour les athlètes avancés. Celui qui m'a posé la question, c'est un athlète avancé, je connais. Moi, je pense, si vous êtes débutant, de l'eau, ça ira très bien. Commencez à être intermédiaire, quelque chose avec un peu de glucides, comme un Powerade, un truc du genre, très bien. On commence à être avancé, ouais, on peut y rajouter des EAA. La méthode de John pour le bodybuilder, donc si vous êtes quelqu'un qui fait une compétition, moi je valide fort, ce serait une vingtaine de grammes d'acides aminés, de protéines, peut-être 5 grammes de lipides pour 10 au max, pour ralentir légèrement la digestion et que l'afflux de glucides ne soit pas un pic, mais ça soit plus stable et diffus, éviter les crashs, l'hypoglycémie. Et les glucides, forcément avec 30, 40, 50, ça dépend de votre masse. Et à ça, personnellement, j'aime bien la caféine. La caféine, je trouve que ça marche bien sur moi. Après, j'ai un problème avec la caféine, je sais que j'en consomme trop. Personnellement, ce que je prends, un Kong Strong, un pseudo monster. Dans ton cas, training à jeun, j'ai rien contre le training à jeun, mais ce que je recommande idéalement, bon là, tu as une boisson avec de EA, c'est nickel. Je recommande idéalement pour ceux qui vont s'entraîner à jeun, c'est que votre dernier repas le soir, il soit quand même assez conséquent. Avec des lipides aussi également pour ralentir la digestion, que vous arriviez le matin, vous ayez quand même des acides aminés dans votre système, des substrats, des glucides, etc. pour vous assurer que votre séance se fasse dans les meilleures dispositions possibles, vous ayez le maximum de force possible, les meilleurs résultats possibles. Et dernière question, quel est pour toi le rapport masse sèche naturelle à viser en se basant sur le rapport taille-poids? Bon, on avait parlé du Fat Free Mass Index, n'est-ce pas, lors des précédentes vidéos, donc un indice pas mal. Si vous arriviez à atteindre... déjà 22 sur le FFMI, excellent, vous aurez un super physique. Si vous avez entre 22 et 25, top. Au-delà de 25, très compliqué. Peut-être si vous êtes petit, mais quelque chose de très simple à voir. Moi, je pense que si vous êtes sec, vraiment sec, donc à 10%, un vrai 10%. La plupart des gens, ils vont dire, oui, je suis à 10% parce qu'on voit leurs abdos. Frérot, t'es pas à 10%. Je vous le dis, un vrai 10%, il y a les veines partout. Il y a des veines là, c'est magnifique, un 10%. Je pense que votre PDC plus 0, environ à 10%, magnifique. Alors évidemment, c'est individuel. Si vous êtes petit, vous pouvez augmenter ce chiffre, plus 5, peut-être plus 10 au max. Vous êtes grand, faites l'inverse. PDC moins 5, peut-être moins 10. Si vous avez un point fort quadriceps, ce chiffre va augmenter. Si vous avez un point faible quadriceps, ce chiffre va diminuer. Vous avez saisi. Mais autour de PDC plus 0, en étant sec, en étant vraiment sec, quand on est naturel, voilà, c'est excellent. Et je pense que n'importe qui avec une génétique moyenne peut l'atteindre. J'estime avoir une génétique moyenne, naturellement très doué en cardio, pour la masse, absolument pas. Je vais vous mettre une photo, ça c'était il y a 3 ou 4 ans, j'étais à 83 kg, donc PDC-2. PDC-2, j'étais bien sec. J'ai pris un peu de muscle depuis, mais pas grand chose, faut pas croire, je dois avoir pris 2 kg,
peut-être 3. Ouais, si maintenant, là, je finis ma sèche et que j'ai un PDC 0 au même niveau de sèche, ça va être incroyable. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour les questions que vous m'avez posées. Bon, on n'a rien eu de très compliqué, hein. C'était du basique, du simple. J'ai pas pu étaler ma confiture, n'est-ce pas? Mais c'était un plaisir. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux ou sur mon site allperformance.fr. En attendant, je vous dis à la prochaine et merci encore pour votre soutien.